Depuis que je suis ado, j'entends parler de guerre contre la drogue, le narcotrafic, les dealers. C'est aujourd'hui une menace existentielle. La drogue, c'est mal, vous voyez. Alors, on l'entend tous les jours, partout, dans les collèges, dans les villes, dans les campagnes. La drogue, c'est pas bien. Enfin, surtout le cannabis, d'après certains. Et pour cause, son trafic reste une des plus grosses entreprises criminelles en France aujourd'hui. On parle d'un trafic international qui rapporte des millions chaque année et coûte aussi un paquet de thunes aux États pour essayer de l'endiguer. Mais d'où ça sort ce sbeul en fait? Non, parce qu'il n'y a pas si longtemps, le Royaume-Uni déclarait la guerre à la Chine pour les forcer à acheter de l'opium. Les gens, ils prenaient de la méthamphétamine sur conseil de leur pharmacien. Et Sherlock Holmes, il se fumait régulièrement un petit spliff devant l'inspecteur Lestrade sans pression. Alors, en bref, pourquoi du jour au lendemain, on a commencé à criminaliser certaines drogues? Et tu fais quoi, gars? La drogue, c'est mal! Avant de reprendre notre vidéo, on va prendre une petite seconde pour parler du sponsor du jour, CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est un VPN, donc en gros c'est une appli qui vous permet de masquer votre connexion et changer votre localisation sur internet. Pour faire simple, vous voulez accéder à des sites pas dispo dans le pays où vous vous trouvez, il y a moyen que parmi la plus d'une centaine de serveurs de CyberGhost, certains soient dans des pays où vos infos sont dispo. Mais pas que. Quand je dis que ça masque votre connexion, ça cache aussi votre activité des regards indiscrets. On connaît tous le wifi public tout chelou du domac en bas de la rue là, c'est pratique, mais quand tu tapes ton numéro de CB là-bas, tout le monde là. Avec CyberGhost et son tunnel VPN, justement, votre activité en ligne est cryptée et personne n'a la moindre idée de ce que vous faites. CyberGhost, ça vous permet aussi d'avoir accès au contenu de dizaines de plateformes de streaming auxquelles vous n'auriez pas accès en temps normal. Il y a juste à changer sa localisation pour les États-Unis, le Japon ou la Moldavie et bim, vous avez accès au catalogue Netflix, Prime ou que sais-je de ces pays. Vous pouvez aussi comparer des prix pour des trucs en fonction des pays. On vous propose pas forcément le même prix que vous soyez en France ou au Vietnam par exemple. L'appli est dispo sur la masse de plateformes de iOS à votre Play et c'est utilisable sur jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc vous avez même moyen de faire tourner vos codes. Vous-même vous savez. L'appli compte des millions d'utilisateurs dans le monde et est super bien notée sur Trustpilot. Et si justement vous voulez l'essayer, il y a un lien dans la description qui vous donne accès à 83% de réduction, donc 4 mois offerts, et vous pouvez l'essayer pendant 45 jours, satisfait ou remboursé. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est en partie grâce à ce genre d'OP qu'on peut continuer à en faire. Et puis nous, on retourne à nos paniques morales. Voilà. On sait pas exactement depuis quand l'être humain prend de la drogue, des substances, des psychotropes, bref. Ce qu'on sait, c'est que aussi loin qu'on peut remonter, les gens prennent des trucs qui altèrent leur état mental et physique. On trouve des traces d'opium en Europe il y a plus de 7000 ans. Et on peut même remonter il y a 10 000 ans pour le cannabis en Asie. Pour des raisons pratico-culturelles, on va pas trop parler d'alcool ou de tabac ici. Parce que dans la grande majorité des pays du monde, c'est des drogues qui sont légales. Et même si certains pays occidentaux ont essayé de les faire interdire à des moments donnés, ils ont toujours fini par revenir dessus par après. Il y a même des animaux qui se peintent la tronche. Mais on va quand même en parler un peu. Donc, pendant la grande majorité de notre histoire conjointe avec les drogues, il n'y a pas eu d'effort massif pour les interdire. Alors pourquoi on se retrouve avec des politiques répressives aujourd'hui, au point qu'en France, le narcotrafic soit un des points centraux de la politique du ministère de l'Intérieur? Et la réponse, elle est assez simple en fait. Que vous soyez pro-légalisation de la Marie-Jeanne ou pour mettre tous les dealos en prison, la manière dont on traite la drogue et ses usagers est surtout politique. Avant le 19e siècle, la drogue, c'est pas vraiment un problème. On parle de problèmes d'alcool des uns et des autres, comme Alexandre le Grand. Mais les autres drogues sont pas trop stigmatisées. Ce serait même la reine Catherine de Médicis qui aurait introduit le tabac à la cour. Le mot drogue en lui-même, il est même pas mal vu. C'est toujours utilisé en anglais moderne pour parler de médicaments, et ça l'a été en France pendant longtemps. Je pense pas me tromper en disant que pour une partie d'entre vous, vos grands-parents utilisent toujours le mot droguiste pour parler du pharmacien. Mais tout ça va changer au 19e siècle avec l'arrivée de l'ère industrielle.
L'alcool, c'était un produit artisanal, il y en avait en quantité limitée et ça coûtait cher. Et pareil pour le reste des drogues en fait. Mais au début, le problème, ça reste surtout l'alcool. On trouve même des pubs pour des bédos à ce moment-là. Genre ça, on s'en fiche. Et même si la consommation d'alcool est stigmatisée, c'est pas trop pénalisé non plus. C'est surtout utilisé comme argument pour expliquer que les pauvres ouvriers, ils peuvent pas se gérer tout seuls. Si on les fait pas travailler, ils vont juste picoler et faire n'importe quoi. Le moment où le traitement des drogues, et plus spécifiquement des stupéfiants, comme on dit, va vraiment changer, c'est à la fin des années 1960. En France, un des éléments déclencheurs de ce que je vais appeler une panique morale, c'est la mort par overdose en 1969 de Martine, une jeune fille de 17 ans à Bandol. La presse va partir en sucette. Sur le seul mois d'octobre 1969, c'est 65 articles qui vont sortir sur le sujet. Suite à ce drame, on va organiser une audition parlementaire spécifiquement autour des stupéfiants. Le commissaire Carrère, en charge de l'Office de contrôle et de répression du trafic illicite de stupéfiants, parle de 300% d'augmentation des interpellations en rapport avec les stupéfiants, justement. Un psychiatre parle de plus de 20 000 personnes qui en consommeraient en France. Ça fait peur. Sauf que ces chiffres, ils sont un peu sortis d'un chapeau, quoi. Il n'y a pas d'études, pas de stats, c'est vraiment fait au doigt mouillé. Pour ce qui est des drogues dures, on est plus proche du millier de consommateurs, et l'épidémie d'overdose dont parle la presse, c'est autour de la 50aine de personnes par an, en fait. Ce qui est déjà trop, c'est pas sujet à débat. Mais à la suite de toutes ces discussions et de cette surmédiatisation, la machine politique se met en marche et on va voter une loi en décembre 1970 qui va tout changer. La loi du 31 décembre relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses, ou loi du 31 décembre 1970, ou encore la loi Mazeaud, nommée d'après le député Pierre Mazeaud, qui était rapporteur de la commission des lois à ce moment. Cette loi, elle commence en disant ça. Putain, comment je l'ai one-shot le truc. Toute personne usant d'une façon illicite de substances classées comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire. C'est la première fois qu'une loi pénalise vraiment la prise de drogue, peu importe le contexte. À côté, elle met en place des soins gratuits et anonymes pour les personnes dépendantes aux drogues, ce qui est bien, mais c'est aussi la loi qui introduit les perquisitions de nuit pour des saisies de drogue. C'est vraiment la première fois en France que prendre de la drogue chez vous peut vous envoyer en zonzon. Et sur le demi-siècle qui va suivre, ça va juste se durcir. Avant cette loi, l'usage public de drogue est interdit, mais chez vous, vous faites plus ou moins ce que vous voulez. Et ça a à peu près toujours fonctionné comme ça dans le pays, en fait. C'était ou un truc que les riches prenaient pour faire des expériences rigolotes ou créatives, ou un truc de gens dans la misère. Mais à partir de la fin des années 1960, drogue égale truc de hippie importé des États-Unis. Et évidemment, zéro distinction entre drogue dure et drogue douce. La bœuf est mise au même rang que l'héroïne, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce bail de oh là là, la drogue, c'est un problème de société qui arrive presque du jour au lendemain, là, en fait, ça fait partie d'une cassure plus large dans la société. Années 60, mouvements sociaux, contre-culture, libération sexuelle, tout ça, ce serait à cause du laxisme qui a mené aux manifestations et révoltes de mai 1968. Même le mot drogue, c'est archi flou. Une drogue, c'est... Substance psychotrope, naturelle ou synthétique, généralement nuisible pour la santé, susceptible de provoquer une toxicomanie et consommée en dehors d'une prescription médicale. Mais dans la réalité, on pense pas à l'alcool ou le tabac quand on dit que quelqu'un prend de la drogue. Quand bien même, ces drogues tueraient plus de gens par an en France que la voiture ou les meurtres. Alors, je vais me permettre une petite parenthèse avant de reprendre, parce qu'en faisant mes recherches, il y a un nom qui revenait tout le temps pour ce qui est du sujet de la prohibition des drogues en France. Que ce soit son histoire, son impact, peu importe où vous cherchez, vous tomberez sur Alexandre Marchand, un historien donc et spécialiste de la prohibition. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même plus simple d'aller directement à la source et de lui poser des questions. C'était un entretien super intéressant, si on oublie les 2-3 problèmes de connexion. La production de drogue, la consommation, ça restait marginal numériquement, c'était cantonné à des niches sociales, ça n'intéressait pas le grand public, le législateur. Mais ça change dans les années 60, quand les consommations augmentent, et s'il y a cette
contre-culture aussi, avec ses formes variées qui vient de l'étranger, Pays-Bas ou États-Unis. Et ça inquiète le législateur, corruption de la jeunesse, décadence morale, relâchement des mœurs, etc. On est en plus dans une période marquée par mai 68 qui a beaucoup traumatisé la classe politique au pouvoir. Donc est-ce qu'il ne faut pas réagir? Est-ce qu'il ne faut pas une loi de salut public pour lutter contre un fléau social qui risque de corrompre durablement la jeunesse française? À partir de ce moment, on parle de cancer ou de mal qui ronge la société. La drogue est devenue l'ennemi public numéro 1. Et si aujourd'hui on associe drogue aux banlieues des grandes métropoles, à tort, à cette période, on pense surtout aux hippies et à leurs mœurs décadentes. Vraiment, comme aujourd'hui, c'est surtout un outil de stigmatisation sociale. On va d'ailleurs très rapidement associer la figure du drogué ou du toxico, ce croque-mitaine du XXe siècle au bras plein de bleus de seringue, à peu près tous les milieux un peu contestataires. Pendant mai 68, d'ailleurs, quand la police déloge les étudiants qui bloquent les unifs, on leur demande s'ils ont trouvé de la drogue. Alerte divulgachage, non. On a tous plus ou moins vécu en vrai. Perso, quand j'étais gamin, ça a parlé de seringues planquées dans les cinémas, de drogue qu'on donnait avec les bonbons à Halloween. Enfin, la psychose, elle était réelle, et c'est pas si vieux que ça surtout. Et tout comme les mouvements contestataires des années 60 sont accusés d'être importés des États-Unis, la panique morale autour de la drogue, elle aussi est un calque direct de la guerre contre la drogue qui a lieu au même moment dans le pays de Nicole Richie. Toute la rhétorique qu'on va retrouver sur la drogue qui pervertit la jeunesse, le cancer de la société, tout ça, ça vient directement des États-Unis. Et quand ça va s'intensifier dans les années 1980 avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan pour viser plus spécifiquement les populations pas blanches des quartiers pauvres, et en France aussi, d'un coup, le problème, ça va devenir les gens pas blancs dans les banlieues. Et à partir des années 80, justement, on va mettre de plus en plus de moyens dans cette guerre. Aux États-Unis, ça va être une des politiques principales du président Reagan. Sa femme Nancy va même en être la représentante directe, en lançant un tas de spots et d'interventions télévisées avec elle ou des célébrités de l'époque. Autant aux États-Unis qu'en France, l'argumentaire tourne de moins en moins autour de protéger la jeunesse, mais plutôt de nettoyer le pays des trafiquants. Mais c'est pas pour autant qu'on faisait rien contre avant. À la base, le cannabis importé du Maghreb en France est amené par la mafia corse. Mafia qui va se diversifier en produisant et en acheminant également de l'héroïne vers les États-Unis, mais va aussi en vendre en France. Et c'est marrant parce que pendant que les Français hurlent contre l'importation de la culture hippie des États-Unis, Richard Nixon, le président des États-Unis de 1970 à 1974, le type qui a lancé ces bails de guerre contre la drogue donc, lui il crie haut et fort qu'il faut faire quelque chose contre ces Français qui font venir de la drogue dans son pays. Mais mettre un terme aux activités de la French Connection a absolument pas mis fin au trafic d'héroïne en lui-même, tout comme la mort de Pablo Escobar a pas mis fin au trafic de cocaïne, tout simplement parce que c'était juste des maillons dans une chaîne internationale archi complexe. Même aujourd'hui, parler d'arrêter les narcotrafiquants fait pas énormément sens. C'est plein de petites entités éparpillées partout dans le monde, et dès que l'une d'entre elles disparaît, une autre vient prendre sa place. Tout fonctionne comme un gigantesque fondu enchaîné, où les filières s'enchevêtrent les unes dans les autres. Parce qu'à un moment donné, il y a un petit pic d'activité policière, parce qu'il y a peut-être une volonté politique derrière à ce moment-là qui est formulée. On casse un petit peu une chaîne trafiquante, mais on n'arrête que quelques éléments de la filière, chimistes, passeurs ou peut-être grossistes, et puis les autres, parce que c'est comme une grappe en fait de plein de petites équipes autonomes, vont travailler ailleurs. Et donc les filières se nourrissent les unes les autres. Après la grande chasse à la mafia, le nouveau mal qui ronge notre société et pervertit notre jeunesse, c'est devenu les fameux dealers de cité. D'ailleurs, c'est marrant parce que le fer de lance de cette nouvelle croisade anti-drogue dans les années 80, c'est majoritairement des maires communistes qui accusent les immigrés qui viennent s'installer dans leur ville de dealer dans les foyers de travailleurs. PCF. On va expulser des travailleurs donc, mais aussi des familles sans preuve à chaque fois, que des rumeurs, mais ça y est, le discours qu'on entend toujours aujourd'hui commence à prendre forme. Au lieu de la mafia, maintenant ce sont les immigrés. Et au cours des années 1990 et 2000, ce nouveau trafic va toujours plus se structurer, s'organiser, comme la mafia des décennies précédentes, mais moins centralisée. On n'a pas un gros groupe qui gère ceux qui entrent et sortent du pays, on a plein de petites organisations qui font chacune leur truc dans leur coin, mais coopèrent quand il faut. La manière dont on traite les drogues, qu'elles soient douces ou dures, dans les médias, en politique, dans les discussions du quotidien, au final, c'est un truc vraiment récent. Comme je l'ai dit, avant les années 1960, c'était vraiment un
sujet. Mais dès lors que c'est devenu un argument pour toujours plus de répression, on n'a jamais lâché l'affaire. Il n'y a qu'à voir la manière dont c'est présenté aujourd'hui, avec les opérations choc de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui présentait fièrement les quelques grammes de cannabis qu'il arrivait à choper à l'occasion de descendre dans ces fameuses cités. Alors on a aussi la proposition de Bruno Retailleau d'ouvrir des centres de détention spécifiquement pour les narcotrafiquants. Et faut pas voir ça qu'à travers le prisme des drogues illégales. Genre quand la French Connection est tombée, il y a eu une explosion des cambriolages de pharmacies en France pendant une courte période, le temps que d'autres groupes remplissent le vide qui s'était créé. Et encore aujourd'hui, des médicaments légaux sur ordonnance, comme le fentanyl ou le Subutex, font des ravages un peu partout dans le monde et sont aussi au cœur de trafics internationaux. Mais c'est plus difficile de faire peur avec des médicaments qu'on donne sur ordonnance, comme essaie de faire le gouvernement états-unien depuis quelques années, vu que c'est eux qui ont autorisé ces médicaments en premier lieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent compte que la prohibition des drogues, la guerre à la drogue, ça n'a pas fonctionné, mais en même temps, on a un peu de difficulté à passer à ce qui serait autre chose. Parce qu'on a peur aussi de l'autre possibilité qui serait dépénalisation, légalisation, sous des formes plus ou moins contrôlées ou totalement libres. On a du mal à passer, à franchir le cap. Et puis il y a, de toute façon, en France, dans d'autres pays, au niveau international, des bureaucraties entières qui fonctionnent uniquement sur la question de la drogue. Il faudrait démanteler tout ça du jour au lendemain. C'est compliqué. Parce qu'il y a des habitudes, il y a des structures, il y a une routine, il y a des équilibres qui se sont construits et maintenus et consolidés sur plusieurs décennies. Et au plus on attend, au plus c'est difficile justement de dire face à autre chose. Et il faut démanteler et recomposer et changer les missions de tous ces organismes. Pourtant, il y a un réel problème avec les stupéfiants, notamment les drogues dures comme la cocaïne ou l'héroïne, qui font des milliers de morts tous les ans, partout dans le monde. C'est un problème qui a commencé à apparaître dans les années 1970 et qui n'a fait que s'aggraver depuis. Parce qu'au fond, ça a surtout servi d'argument politique pour stigmatiser certains groupes sans qu'on s'attaque réellement aux sources du problème. Là où les hippies de la fin des années 1960 fumaient de la Marie-Jeanne et prenaient du LSD pour le kiff, la chasse aux drogues dures, elle, est directement le résultat de la misère sociale. C'est pas la cocaïne des traders et des cadres sup qu'on stigmatise à longueur de journée, alors que c'est tout autant problématique. Aujourd'hui, comme hier, la lutte contre la drogue est un outil de répression sociale. D'où vient cette répression envers certaines drogues ? Ça découle de 50 ans de panique morale qui n'ont au final absolument rien fait pour régler le problème. C'est surtout un épouvantail agité par certains pour se permettre de durcir leur traitement envers certains groupes sous couvert de sécurité. Mais comme on le voit depuis un demi-siècle, la situation n'a fait qu'empirer. Les problèmes internationaux demandent des efforts internationaux. Faire croire à qui que ce soit que ça va se régler en stigmatisant certains groupes, ça et là, uniquement dans votre pays, c'est au mieux illusoire, au pire malhonnête. Lâchez rien. Mais gardez en tête que quand la solution c'est toujours plus de répression, le problème c'est peut-être pas celui qu'on vous donne en fait. Enfin bref, je le redis une dernière fois, mais l'usage de drogue, légal ou non, franchement je m'en fous, je suis pas votre père, ça reste dangereux pour votre santé et celle de vos proches. Les addictions, ça pourrit la vie de millions de gens par an, donc si vous êtes dedans, n'hésitez pas à vous faire aider, vraiment. Perso, là, au moment où on tourne, ça fait genre 2 semaines que j'ai arrêté la clope et j'ai envie de crever. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais vraiment, faites quelque chose. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je le redis, mais avec le lien dans la description, vous avez accès à 83% de réduction, donc 4 mois offerts. Et il y a une période d'essai de 45 jours satisfait ou remboursé. C'est dispo sur cet appareil en simu et des dizaines de plateformes. Et puis, il n'y a plus qu'à essayer, quoi. Allez, ciao. Alors, le petit message de fin, juste pour dire que si jamais vous voulez voir les vidéos sans pub ni sponsor et un jour en avance, vous pouvez nous soutenir sur Patreon ou Tipeee, en fonction de vos préférences. Il y a juste à cliquer sur les liens dans la description, il doit y avoir un des liens ici ou là. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci pour votre soutien, et à la prochaine vidéo.